Merci beaucoup. Je m'empare du micro pour remercier les orateurs de la session précédente et introduire la prochaine session. Vous comprendrez bien que ni le professeur Olivier Godefroy ni moi-même ne serons responsables du retard qui a été pris jusque-là. Nous avons plaisir maintenant sur cette session de critériologie à accueillir le professeur Olivier Godefroy. Vous êtes neurologue, chef de service et coordonnateur du CMRR à Amiens-Picardie. Et nous avons la chance cet après-midi de vous entendre sur les nouveaux critères critériologiques de troubles neurocognitifs vasculaires. Et si je parle sous votre contrôle, ils n'ont pas encore fait l'objet de publication. Et vous les avez donc vraiment en primeur. Merci infiniment. Vous avez la parole pour 30 minutes. Je vous laisse. Oui, ça va être tenté. Merci beaucoup. Alors, on commence par un petit test cognitif. Jusqu'ici, le test cognitif semble se dérouler correctement. C'est plutôt rassurant. Alors, en premier lieu, merci beaucoup aux organisateurs de cette invitation, et en particulier à Thibault Lebouvier, qui me donne le plaisir de retrouver la fédération et puis Lille et son équipe. Et je vais donc évoquer avec vous quelque chose qui n'est pas encore publié et où il m'a donc été demandé de ne pas transmettre non plus les diapositives sur le nouveau jeu de critères des troubles cognitifs vasculaires. Voici mes liens d'intérêt, rien de nature à biaiser cette présentation, je pense. Alors, en ce qui concerne d'abord les troubles cognitifs vasculaires, bon, rappelons, mais ça sera un lieu commun pour cette assemblée, qu'il s'agit des deuxièmes causes de troubles cognitifs et qu'ils se rencontrent en fait dans deux grandes filières de soins. La première, la plus intuitive, c'est dans les suites d'un accident vasculaire cérébral. Je ne sais pas si vous en voyez beaucoup dans vos centres mémoire, mais par expérience, il semble ne pas tellement y venir. Alors qu'il devrait, puisque au moins la moitié de ces patients présentent des troubles cognitifs. Encore faut-il préciser qu'après un accident vasculaire, il y a probablement encore plus de patients qui présentent des troubles, puisque la méta-analyse que je vous présente ici n'a été faite que chez les patients qui ont pu être explorés par un bilan neuropsychologique dans les suites. Deuxième filière de soins qui est un peu moins intuitive, ce sont les patients qui viennent dans nos consultations pour un trouble cognitif et dont le bilan va révéler une lésion vasculaire. Et si on en croit l'étude de Rotterdam, en fait, il devrait y avoir beaucoup plus de patients dans les centres mémoire que en post-AVC, puisque dans cette étude qui avait suivi les patients avec une IRM régulière, eh bien, pour un patient avec une nouvelle lésion vasculaire et une clinique d'AVC, il y en avait 7 qui avaient une nouvelle lésion vasculaire, le plus souvent un petit infarctus, sans épisode clinique d'accident vasculaire cérébral. Et c'est ce qu'on appelle improprement les AVC silencieux, c'est même un oxymore, mais c'est d'autant plus impropre que ce que l'étude de Rotterdam avait déjà montré, c'est que l'apparition d'une nouvelle lésion vasculaire est associée à un déclin cognitif. Donc ce sont plutôt ces patients qu'on devrait voir. Et comme vous le savez, quand on avait lancé la commission du Gréco-Grécoc-Vasque, on s'était intéressé justement à la fréquence de ces diagnostics dans la BNA. Et la dernière réunion où j'avais rapporté ces résultats devant la fédération en 2016 à Lyon, eh bien, nous avions des résultats finalement assez mitigés, puisque vous aviez un taux en rose de troubles cognitifs vasculaires et en jaune post-AVC relativement faible par rapport au taux de patients diagnostiqués maladie d'Alzheimer. Et depuis, je dois reconnaître que les choses ont, et c'est un point positif qu'il faut souligner, les bonnes nouvelles ne sont pas toujours légion,
finalement, les choses ont bien augmenté, en tout cas en ce qui concerne les troubles cognitifs vasculaires et leur diagnostic au sein de la BNA, encore une fois rapporté au diagnostic de maladie Alzheimer. En revanche, pour les troubles cognitifs post-AVC, ça ne change pas grand-chose. Alors, c'est probablement très important de prendre en compte ces lésions vasculaires. Je n'ai pas le temps ici et ce n'est pas le lieu de parler des implications sur le diagnostic étiologique et la prise en charge, mais ne serait-ce que pour la compréhension des troubles des patients. Voilà ici une étude donc de patients vus en consultation mémoire. Vous voyez ici que la présence d'une lésion vasculaire, c'est le petit trait orange, ici est associée à un déclin cognitif avec un effet additif de la lésion vasculaire par rapport à la seule atrophie. Alors, ces petits rappels étant dits, maintenant les critères en eux-mêmes, le point de départ de la société Vascox a été de dire que finalement on voit s'empiler un certain nombre de critères, on voit aussi s'empiler un certain nombre de batteries, depuis les critères initiaux de Roman, de démence vasculaire, avec donc les critères californiens, les critères DSM, les premiers critères Vascog, et là je fais un petit clin d'œil à Florence Pasquier, et puis les critères VICCS. Précisons d'emblée que les critères Vascog avaient représenté, de mon point de vue en tout cas, une énorme avancée, les premiers critères, pour deux raisons. D'une part, l'identification des troubles cognitifs chez des patients qui n'avaient pas présenté d'AVC, et deuxièmement, l'inclusion des troubles neurocognitifs légers. Alors, il a donc été décidé sur cette base-là de revoir les critères par la société Vascog. Ça a réuni 54 experts de 17 pays, petite prédominance de neurologues, mais vous voyez, les principales disciplines sont représentées. La méthodologie est assez classique. Delphi avec un critère de consensus et dissensus probablement un peu plus stringent, puisque là il était proposé 75%. Et pour toutes les situations sans dissensus mais sans consensus, il y avait donc une conférence avec discussion et reformulation du critère reproposé au round d'après. Et donc il y a eu 3 rounds. Alors, premier point, la terminologie. Alors, ça va vous paraître surprenant peut-être, mais rien que sur ce point-là, il a fallu 3 rounds pour obtenir plus de 75% de consensus. La terminologie retenue, donc, c'est troubles cognitifs et démence vasculaire avec une subdivision sur les troubles cognitifs légers vasculaires et les démences vasculaires. Voilà ici les domaines cognitifs, c'est absolument essentiel puisque finalement c'est bien de cela sur lequel on va s'appuyer pour faire le diagnostic. Avec finalement, vous reconnaissez, je pense, les 6 grands domaines DSM. Attention, fonction exécutive, mémoire, langage, perceptivo-moteur et cognition sociale. J'y insiste un peu parce que c'est vrai que ça ne fait probablement pas partie des évaluations standardisées. D'ailleurs, on va voir que c'est pas sans conséquence sur la batterie. Alors, les critères de troubles cognitifs, légers d'abord puis démentiels après, vous allez retrouver finalement les critères quasiment du DSM avec les trois points. D'abord, la préoccupation, patient, proche ou clinicien, l'objectivation d'un déficit et enfin l'absence pour les troubles cognitifs légers de retentissement sur l'autonomie. Ici, ce qui change par rapport au DSM, et vous voyez que ça a nécessité là aussi 3 rounds, c'est le fait de ne pas imposer de sévérité de critères de sévérité de déficit pour déterminer si le trouble est léger ou pas. On a simplement guidance, orientation, à titre d'orientation, indiqué que une déviation standard sous la norme était, pour les seuils, était requise, à titre indicatif donc.
Pour la démence, même chose. Là encore, vous retrouverez que ça n'est qu'à titre d'orientation qu'il est indiqué que les déficits sévères seraient ceux avec des performances en dessous des 2 déviations standards sous les normes. Et dernier point, je l'encadre parce que je sais que ce n'est pas toujours très simple, c'est le fait de déterminer que c'est bien le déficit cognitif qui est responsable de la restriction d'activité et d'autonomie. Et j'y insiste parce que on voit même dans certains protocoles utiliser de façon assez habituelle les échelles de type IADL chez ces patients. Or, il faut s'assurer que la restriction d'activité, par exemple pour les IADL, est bien liée au déficit cognitif, comme on l'a proposé dans une variation des 4 IADL de Packwood que l'on a depuis publié. Comment faire le diagnostic d'une cause vasculaire ou à prédominance vasculaire face à ce trouble cognitif? Donc, ça repose sur l'association de critères cliniques et d'imagerie. Pour les critères cliniques, 2 situations qui finalement collent parfaitement à ces 2 grandes filières de soins. Premier cas de figure, le patient a présenté un accident vasculaire cérébral documenté et garde des troubles cognitifs par la suite. Là encore, petite évolution par rapport aux premières versions de ces critères. Il n'y a pas eu d'accord précis sur la date à partir duquel la persistance d'un déficit cognitif post-AVC devait être considérée comme témoignant du trouble cognitif. Il y a simplement eu un accord qu'on attende au moins 3 mois. On a également pensé aux situations des patients qui échappent à la filière de soins neurovasculaires, qui est beaucoup plus fréquente d'ailleurs dans les pays émergents, hein, et ça a été aussi un souci constant de ces conférences de consensus, de pouvoir faire en sorte que les critères puissent s'appliquer partout dans le monde. Et là, vous avez donc finalement les histoires, les signes physiques qui peuvent orienter vers un épisode d'accident vasculaire cérébral. Vous retrouvez à titre d'orientation la liste qui correspond finalement globalement à une liste assez fréquemment observée, y compris dans le premier jeu des critères de Vascog, avec 2 additions toutefois. Je mentionne les signes cérébelleux, ça ira de soi, et également un signe qui est beaucoup plus employé chez les anglo-saxons, le pronator drift, hein, qu'on pourrait traduire par la déviation des en pronation, qui finalement, dans la sémiologie française, a été décrit comme la manœuvre de Rémy Stuttgartsin. Les 2 termes existent avec cette déviation en pronation. En l'absence de déficit d'histoire d'accident vasculaire cérébral, il est possible, et ça reste un point très important de ce jeu de critères, il est possible de porter un diagnostic de trouble cognitif vasculaire. Là, ce sont surtout les patients qui viennent à la consultation mémoire, simplement sur un profil cognitif. Encore faut-il préciser qu'il est très important d'avoir donc une évaluation cognitive qui permette d'établir un profil cognitif qui doit montrer un déficit dit exécutif et ou attentionnel. En pratique, pour les jeux de test, c'est une lenteur. Et contrairement à la première version des critères Vascog, il n'est plus requis d'associer à ce profil cognitif 2 des 3 signes physiques qui peuvent être les troubles de la marche ou de l'équilibre, les troubles du contrôle sphinctérien et les modifications dites de personnalité dans lesquelles il y avait l'habilité émotionnelle qui effectivement peut être évocatrice de troubles cognitifs vasculaires, mais également apathie et dépression. Et on a vu que là, pour le coup, ça avait très peu de spécificité, raison pour laquelle ces éléments ne sont plus donnés qu'à titre d'orientation, mais ils ne sont plus requis. Et vous voyez, là aussi, ça a été une discussion, puisque c'est seulement au 3e round qu'on a pu trouver l'accord. Quid maintenant des indicateurs d'imagerie? Eh bien, ils ont été simplifiés par rapport à la première version. On préfère bien sûr toujours l'IRM à chaque fois que possible. Et finalement, pour les infarctus en petit 1 ou les hémorragies en petit 4, c'est quoi? C'est soit une lésion étendue et unique, soit de multiples lésions, soit une lésion qui peut être de petite taille, mais sur un site stratégique.
ce qui est donc une évolution par rapport au premier jeu de critères. Et là encore, pas d'accord sur, ça a été une grande source de discussion, pas d'accord sur ce qu'on appelle un site stratégique. Et c'est la raison pour laquelle seul le thalamus, j'ai presque envie de préciser le thalamus gauche, mais bon, je ne me permettrai pas, ça n'a pas fait l'objet de consensus, a été retenu. Les anomalies de substances blanches, ah oui, pardon, pour les petits infarctus profonds qui sont souvent également appelés lacunes, même chose, sauf que là, on réclame en plus qu'ils soient en dehors du tronc cérébral. Les anomalies substances blanches extensives ou confluentes, là ici, ce qui est nouveau, c'est le fait d'avoir opérationnalisé en utilisant par exemple l'échelle de Fazekas, et on considère que c'est à partir d'un grade 2 à 3 que les caractéristiques en neuroimagerie suffisent à retenir l'étiologie prédominante. Les critères d'exclusion, là, rien de très nouveau. Critères cliniques, c'est essentiellement le profil cognitif, c'est-à-dire finalement un trouble à nette prédominance instrumentale, soit l'aphasie transcorticale sensorielle, alors qu'on appelle beaucoup plus dans les consultations mémoire et maladies neurodégénératives l'APP sémantique, donc un profil de ce type-là. Les tableaux d'apraxie prédominante ou d'agnosie prédominante sont contre cette hypothèse diagnostique. Les tableaux avec des atteintes extrapyramidales et notamment parkinsoniennes, qui doivent faire suggérer en premier lieu une autre pathologie. Alors attention, c'est seulement si c'est précoce et prédominant. Et on a mis, ça a été aussi un sujet de grande discussion, on a mis simplement à titre d'orientation si c'est soutenu par des biomarqueurs. Alors biomarqueurs, c'est actuellement essentiellement l'imagerie nucléaire, mais ça devrait évoluer prochainement, comme ça sera rapporté d'ailleurs durant cette session. Bien, dans les autres critères d'exclusion, autres pathologies neurologiques ou générales, ou absence de lésions en imagerie. Ensuite, on classe le trouble cognitif ou démence vasculaire en probable ou possible. Probable, c'est très simple, c'est quand on a le critère clinique plus le critère d'imagerie ou un critère génétique. Et là, ici, vous avez, à titre d'orientation, la liste actuelle, puisque elle s'enrichit quasiment tous les ans, des pathologies qui sont susceptibles, pathologies génétiques qui sont susceptibles d'entraîner des troubles cognitifs vasculaires. Possible, c'est quand on a les critères cliniques, mais qu'on n'a pas les deux autres. Par ailleurs, il est également proposé de préciser, face aux troubles cognitifs vasculaires, son origine ischémique, hémorragique, ou mixte voulant dire ischémique hémorragique. Et s'il y a une maladie neurodégénérative surajoutée, Alzheimer pour parler de l'association la plus fréquente, de dire trouble cognitif vasculaire avec Alzheimer. Et donc, autrement dit, ce jeu de critères ne propose pas de garder le terme de mixte comme de démence mixte qu'on entend très souvent, qui d'ailleurs pose, de mon point de vue, problème quand on voit la fréquence des copathologies, y compris dans les pathologies neurodégénératives. Mais enfin, ça n'est qu'un point de vue personnel. Cette deuxième version des critères VASCOG a également identifié, et là ça a été relativement simple, une situation dite préclinique ou à risque. On voit bien là le parallélisme avec ce qui a été fait par exemple dans la maladie d'Alzheimer. Ça désigne finalement quoi? La découverte incidente sur une imagerie de lésions vasculaires. Incidente, c'est-à-dire pour une imagerie faite tout à fait pour autre chose, bon, typiquement un traumatisme. Alors que le patient n'a par ailleurs, ou la personne plus exactement, n'a pas les critères de troubles cognitifs qui sont remplis. Dans le domaine de la recherche, bien, vous voyez, les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer sont rentrés dans les critères de la recherche. Ils n'ont pas été retenus dans les critères cliniques. Ils sont restés dans le critère de la recherche. Pour le moment, c'est essentiellement les biomarqueurs et les marqueurs de médecine nucléaire. Et de façon intéressante, il n'y a pas eu de consensus, voire même un consensus contre toute une série de nouveaux biomarqueurs, que ce soit en imagerie, tout ce qui est issu du connectome, de la rupture de la barrière, de la vasorégulation cérébrale, toute une série de biomarqueurs biochimiques, les interleukines, etc., etc.
Et de même, les caractéristiques rétiniennes, pour lesquelles pourtant on voit énormément de travaux actuellement, n'ont pas non plus été retenues. Voilà, bon, ça c'est le résumé. Et puis je vous propose de dire deux mots, si j'ai le temps. Je me tourne vers Monsieur Dumas, oui. Euh, euh, sur les batteries, même constat de départ, donc c'est un autre groupe cette fois-ci, même constat de départ. Depuis 2006, on vit sur la batterie dite d'harmonisation des standards, hein, du NINDS Canadian Stroke Network, qui avait été coordonné par Vladimir Achinsky. Vous savez que cette batterie, au sein du Gréco, on l'avait adaptée aux pratiques, en collant aux pratiques francophones et françaises en particulier, et on l'a normalisée et validée. Mais dans l'intervalle, il y a donc eu la batterie dite unifiée des centres contre la maladie d'Alzheimer américain, puis vous avez vu aussi probablement plus récemment cette proposition de batterie unifiée européenne. Et il était donc important de pouvoir réussir à réunir tout cela, puisque évidemment on ne va pas évaluer différemment. Enfin, il faut pouvoir garder des solutions de passage d'une évaluation à l'autre. Le patient vasculaire, ça a été ce qui nous avait motivé dans Grey-Cock-Vasc. On ne va pas faire un test de mémoire pour un patient parce qu'on pense qu'il est vasculaire, puis finalement parce qu'on se rend compte que c'est un neurodégénératif, il faudrait refaire un autre test de mémoire. Il est indispensable d'avoir des solutions de passage, c'est aussi indispensable pour la recherche. Et donc, il était nécessaire de penser à une harmonisation, ce d'autant que les critères reposent sur l'objectivation d'un déficit. Et donc, ça a été fait par un autre groupe, donc de 31 experts, 12 pays, là, nette prédominance de neuropsychologues, et là aussi, fort investissement des participants. On garde finalement la même structure que celle de la batterie d'harmonisation des standards, avec à droite un test de screening qui n'a pas été particulièrement défini ici, MMS, MoCA, l'un ou l'autre d'ailleurs, puisque ça n'a pas finalement, il n'y a pas de supériorité de l'un par rapport à l'autre. Une batterie extensive que je ne détaillerai pas, qui évalue les 6 domaines cognitifs, donc avec un test de cognition sociale, et là il faut reconnaître qu'il y a de grandes disparités. Et puis la batterie principale, Core, qui elle doit durer moins d'une heure, 45 minutes, vous voyez, qui évalue 5 domaines, donc pas la cognition sociale, et qui évalue la dépression. Alors voilà les tests qui ont été retenus. Dans le domaine de l'attention et de la vitesse de traitement, le Tray Making Test A et le test des codes, bon, ça c'est extrêmement standard. Vous voyez que par contre, ça peut être un sujet de discussion, on a vu réapparaître l'empan digital en droit. Voilà ici les tests alternatifs. Par ailleurs, donc à chaque fois, vous voyez que tout est compatible avec les deux autres harmonisations, NINDS, UDS et CUDS. D'autre part, pour les fonctions exécutives à mémoire de travail, Trade B, rien de nouveau, fluence littérale, rien de nouveau, et on voit réapparaître l'empan digital inverse. Pour la mémoire, la California, avec comme alternative la Hopkins ou les 15 modérés, et je me permettrai ici juste un petit commentaire, mes tentatives de faire reconnaître l'intérêt de Gruber et Bush sont restées vaines. La mémoire visuelle, le rappel différé de la figure de Ray, avec comme alternative le test des portes. Test des portes qui a quand même, je le mentionne, un grand intérêt chez tous les patients dont les troubles moteurs ne permettent pas d'étudier le dessin. Pour le langage, donc, je me permettrai encore un autre petit commentaire. Pour la plupart des collègues, notamment nord-américains, les fluences sémantiques appartiennent au champ du langage plus qu'au champ des fonctions exécutives. Et la Boston Naming abrégée, celle de tous ces tests sont dans Grey-Cock-Vasc, hein, et nous c'est la 34 item. Les aptitudes perceptivo-motrices, c'est la copie de la figure de Ray. Et enfin, donc, ce qui est proposé comme échelle de dépression, c'est la GDS, mais vous voyez que vous avez aussi la CESDS.
ou le PHQ-9 qui peuvent être utilisés. En revanche, il n'y a pas eu de consensus sur l'utilisation de certaines échelles, notamment à la recherche d'un déclin subjectif. Il n'y a pas eu de consensus sur l'évaluation neuropsychologique par téléphone et il y a eu un consensus contre l'utilisation des évaluations informatisées à distance sans évaluateur, sans neuropsychologue derrière. Au total, donc, on voit que ces deux échelles, ces deux critères d'un côté, pardon, et batterie sont probablement plus simples et opérationnalisés de façon plus précise pour l'utilisation en pratique, avec donc l'identification de cette nouvelle catégorie dite à risque. En parallèle, donc, il y a une batterie. Il y a eu aussi la réflexion sur la batterie cognitive qui est harmonisée avec les principales batteries, qui est suffisamment flexible pour être utilisable aussi bien dans les essais que dans la pratique clinique. Et puis, je souhaitais ici remercier l'ensemble des participants à ces deux groupes experts. Perminder Sachdev, qui a réellement été le leader de cette réunion, et Adam Benvelzen, qui a fait un énorme travail de coordination. Puis je vous remercie également pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Godefroy. Nous avons le temps pour quelques questions dans la salle. Pardon. Merci Olivier, c'était passionnant. J'ai une petite question. Alors avec d'autres ici dans la salle, on fait partie, on valide un petit peu des diagnostics dans des cohortes et on a toujours un problème à partir du moment où il y a le diagnostic de démence vasculaire. Donc c'est une cohorte de patients qui ont des troubles cognitifs en consultation mémoire, Memento pour ne pas la citer. Voilà. Et en fait, finalement, de temps en temps, on a ce diagnostic de démence vasculaire. Alors, on ne parle pas bien sûr du premier cas, mais des petites lésions, avec souvent une leucoariose un peu extensive, ou d'ailleurs, les radiologues vont nous parler plutôt maintenant de vasculodégénératif. Avant, ils parlaient de vasculaire, maintenant, ils parlent de vasculodégénératif. Et on sait que depuis la progranuline, on peut avoir aussi des lésions de substances blanches. On ne sait jamais trop ce que c'est. Et c'est vrai que finalement, alors j'ai vu que dans les critères, il n'y a pas du tout de critères d'évolution. Hein. Dans les anciens, il y avait des critères d'évolution. Là, bon. Et finalement, quand on regarde un peu les diagnostics, si j'ai bien lu, on dit à la fois, on peut avoir des troubles de mémoire, hein, mais plutôt de type dysexécutif. Mais par contre, dans les critères d'exclusion, il ne faut pas qu'il y ait des troubles de mémoire en fait évolutifs, mais c'est parfois un petit peu compliqué puisqu'on peut en avoir, mais il ne faut pas en avoir trop. Donc des fois, c'est un peu compliqué de juger jusqu'où on peut accepter les troubles de mémoire. Alors, comme tu dis, en plus, on ne fait pas le RLRI 16. Bon, avec le CVLT, on peut éventuellement imaginer qu'il y a un trouble de stockage, mais c'est un peu compliqué. Mais en fait, pour dire que finalement, au bout du compte, quand on regarde finalement, souvent l'évolution, on a tendance à dire finalement on a une évolution, et puis on arrive finalement à la forme mixte, et souvent le diagnostic de démence vasculaire, il ne nous emporte pas, tu vois, la conviction. Je voulais avoir un petit peu ton avis justement par rapport à ça, parce que finalement, c'est vrai que les critères, ils sont bien, mais je trouve qu'en pratique, on est parfois quand même un petit peu gêné pour dire qu'il n'y a pas du dégénératif derrière. Comme tu le dis, en plus, il y a souvent l'association des deux. Voilà, je voulais un petit peu avoir, et par rapport à ce côté évolutif aussi, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, c'est effectivement toute la difficulté du problème. Alors, en baseline, enfin, lors de l'évaluation du patient, ce qu'on avait montré dans une autre cohorte que je n'ai pas eu le temps de présenter, le classique déséquilibre, atteinte amnésique au sens atteinte du stockage, versus atteinte dysexécutive. Il a été très longtemps dit que les patients vasculaires étaient primitivement dysexécutifs et les Alzheimer primitivement amnésiques. Finalement, ce que l'on montre dans ces deux cohortes, donc il a avec des biomarqueurs, quand on les compare, c'est que, en gros, ce qu'on a dit jusqu'à présent probablement est faux au sens où l'atteinte dysexécutive est la même dans les deux maladies. La grande différence, c'est la sévérité du trouble de stockage
qui est plus net dans la maladie d'Alzheimer. Encore faut-il préciser que pour le voir, il faut travailler plutôt sur des scores Z. C'est-à-dire que avec la normalisation, ça nous permet, nous, d'avoir le différentiel en termes de score Z. Au-delà d'un certain différentiel, effectivement, la probabilité que les biomarqueurs soient positifs est très élevée et en deçà qu'ils soient négatifs également. En revanche, il est exact qu'il y a toute une zone de recouvrement, raison pour laquelle, pour ma part, j'ai quand même tendance à dire, sauf quand il y a un syndrome amnésique avec une lésion sur les structures hippocampo-mamilothalamiques, c'est-à-dire en fait essentiellement le thalamus gauche pour le test de mémoire verbale, thalamus antérieur ou moyen, c'est pas le thalamus postérieur. Si ça n'est pas le cas, je crois qu'il faut réellement se poser la question d'une maladie d'Alzheimer surajoutée ou d'une autre pathologie amnésiante neurodégénérative et pour faire des biomarqueurs si c'est possible. Maintenant, on a également l'accès au PET amyloïde. Je ne le réserve pour le moment qu'à des patients pour lesquels ça pourrait changer la conduite à tenir, mais c'est quand même bien sûr un élément très important parce qu'un bon nombre de ces patients qui ont des lésions vasculaires, notamment les âgés, ont une EFA, hein, c'est quand même plus d'un quart. Donc, faire une ponction lombaire suppose de faire une fenêtre thérapeutique qui pose toujours d'autres problèmes. Donc c'est pourquoi le PET amyloïde sera assez utile. Donc en baseline, finalement, c'est assez simple. Soit le profil est très marqué et la localisation est compatible ou pas avec une atteinte amnésique et on peut s'orienter sur ce point. En revanche, effectivement, je crois qu'il faut systématiquement les suivre et les suivre certes cliniquement, mais avec l'imagerie parce que les maladies des petites artères, hein, un certain nombre de ces patients, tu évoquais les anomalies substance blanche, alors 100% d'accord, j'en profite juste puisque tu évoquais ce point, les anomalies substance blanche, de mon point de vue, ont été trop longtemps associées à une pathologie vasculaire, alors qu'en fait, elles peuvent tout à fait être liées à la neurodégénérescence, ça me paraît tout à fait clair. Ce qui est en train de changer, c'est quelques équipes le montrent sur des consultations, sur des populations communautaires ou de consultations mémoire, et on est en train de le montrer sur des populations vasculaires, c'est que la distribution des anomalies substances blanches n'est pas exactement la même en cas d'amyloïdopathie liée à une angiopathie amyloïde ou liée à une maladie d'Alzheimer, ou en cas d'une pathologie vasculaire pure. La distribution est un peu différente, notamment sur les faisceaux postérieurs. Mais pour le moment, ça, je dirais que cliniquement, enfin, faut vraiment que ça soit caricatural pour que ça soit accessible visuellement. On est obligé d'utiliser d'autres techniques. Donc, sinon, effectivement, je crois qu'il faut les suivre. Et tout patient dont le tableau évolue, sans évolution parallèle de l'imagerie, suppose d'évoquer systématiquement une maladie neurodégénérative associée parce que c'est effectivement très fréquent. Et ce qu'on a pu voir dans la cohorte IDEA3, c'est que ça change tout. C'est-à-dire qu'à 5 ans, quand il y a une maladie neurodégénérative surajoutée, le nombre de patients qui sont en perte d'autonomie ou institutionnalisés est très élevé. Très, très élevé. Donc, effectivement, c'est très important de repérer une pathologie neurodégénérative surajoutée. J'ai essayé de répondre synthétique. Merci beaucoup. 2 questions courtes, 2 réponses courtes. Ah. Je sais que c'est compliqué. Très courte. Merci beaucoup. Je trouve que ça clarifie hein, les critères de diagnostic de démence vasculaire et de troubles cognitifs vasculaires. Moi, j'ai une question évidemment sur la maladie à corps de vie. Pourquoi vous avez choisi que le syndrome parkinsonien? Pourquoi pas le reste? Et est-ce qu'il ne peut pas y avoir certains syndromes parkinsoniens d'origine vasculaire? Oui, effectivement. Non, alors là, réponse courte, on m'a demandé. Donc, 3 rounds avec des conférences n'ont pas réussi. Alors effectivement, il est tout à fait essentiel de rappeler que la première cause de troubles cognitifs avec des troubles de l'équilibre et troubles de la marche est avant tout vasculaire. Et effectivement que les pathologies vasculaires donnent ce fameux parkinsonisme qui est tout à fait possible. Et que par ailleurs, très souvent, les DAT-scans ou les TEP fluorodopa sont interprétés sans regarder l'imagerie et notamment sans vérifier qu'il n'y ait pas des lésions putaminales qui peuvent tout à fait expliquer, lésions vasculaires, pardon, putaminales qui peuvent tout à fait expliquer. Donc 100% d'accord. Après ça, je
pourrait pas, dans le cas d'une réponse courte, aller beaucoup plus vite. Ça a été un round complet. L'élément qui nous a paru important, c'est de bien mentionner qu'il pouvait y avoir des pathologies extrapyramidales, les hydrocéphalies aussi, chroniques, pour que ça soit évoqué, mais on n'avait pas beaucoup plus d'éléments et on attend beaucoup d'autres biomarqueurs, bien sûr. Olivier, merci. J'ai noté que tu te réjouissais qu'il y avait de plus en plus de troubles cognitifs vasculaires dans la BNA. Est-ce que, comme tu le sais, dans la BNA, on peut mettre plusieurs diagnostics étiologiques? Est-ce que vous avez regardé si l'Alzheimer et les troubles cognitifs vasculaires progressaient ou pas? C'est-à-dire, est-ce que nos collègues retenaient cette comorbidité plus fréquemment qu'avant? Non, là c'était en diagnostic, en premier diagnostic. Premier diagnostic. Et il faut reconnaître que d'ailleurs, le nombre d'observations avec un deuxième diagnostic est quand même beaucoup plus, et bien moindre, posant donc la question d'un biais éventuel de la prise en compte de cet élément-là, oui, effectivement. Merci infiniment, professeur Godefroy, pour votre présentation. Nous avions prévu que nous serions un peu en retard, donc on peut tout de même faire une demi-heure de pause et on se retrouve dans une demi-heure précise, s'il vous plaît.